Bonjour, bonjour à tous et bienvenue, vous qui nous rejoignez pour ce webinaire organisé par l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Un webinaire prévu et planifié depuis des mois, ce qui atteste du flair de l'équipe de l'ARACT, puisqu'il porte sur conflictualité et médiation au travail, une problématique, vous en serez d'accord avec moi, on ne peut plus d'actualité. Ceci étant dit, nous ne sommes pas là pour analyser, commenter et encore moins tenter de résoudre le méga conflit actuel ou tous les autres qui ont cours. Nous allons essayer de prendre un peu de recul et prendre surtout beaucoup de hauteur pour tenter de comprendre la nature générale et la mécanique des conflits au travail, mais aussi et surtout pour voir ensemble comment organiser, structurer, enclencher le dialogue social au sein des entreprises pour prévenir et guérir les petites comme les grandes crises. Pour ce faire, 4 temps forts ce matin pour cerner ce sujet sensible et donc 4 panels d'intervenants que je remercie pour leur disponibilité, dont certains sont en Martinique, au Québec ou dans l'Hexagone, en plus de ceux qui sont ici avec moi au lycée Charles Coueffin de Bémao, lycée qui nous accueille très aimablement. 4 tables rondes donc. La première pour dresser l'état des lieux des conflits collectifs au travail. La seconde pour identifier leurs vertus et leurs limites. Et les 2 dernières pour évoquer les différentes approches, les différentes méthodes, les différents outils classiques ou plus innovants à travers des expériences de terrain d'ici et d'ailleurs, donc on l'a dit. Voilà pour le programme complet. Tout de suite donc, la première de ces tables rondes. Première de cette table ronde consacrée donc à l'état des lieux et l'état des lieux des conflits collectifs au travail, avec les intervenants qui sont donc avec moi à cette tribune, Alain-Félix Mathieu, directeur du travail, Henri Berthelot, secrétaire général de la CFDT, Liliane Gachette, secrétaire de l'UNSA, Jean-Pierre Badin de la commission exécutive de la CGTG, Jocelyn Zou, secrétaire adjoint du SDIS-FO et Dominique Lemieux qui est avec nous depuis le Québec que nous rejoindrons tout à l'heure. Première question, Alain-Félix Mathieu, directeur du travail donc. On dit souvent, dans la représentation collective en quelque sorte, qu'en Guadeloupe, on est toujours en grève. Est-ce que statistiquement, ça se confirme? Est-ce qu'il y a ici plus de conflits qu'ailleurs? Alors là, c'est difficile de dire parce qu'ailleurs, c'est grand. La Guadeloupe, on sait où c'est, mais l'ailleurs est immense. Alors, pour rester juste sur la métropole, l'Hexagone, les conflits ont tendance à diminuer grandement en métropole. Et ici, le climat veut que les conflits soient encore toujours imprégnés d'un rapport de force qui tend à se réduire en métropole. Les syndicats là-bas sont plus dans le rapport. Peut-être, par les syndicats... Plus dans le dialogue? Vous êtes plus dans le rapport? Oui, dans le rapport de la négociation. Parce qu'on va parler du dialogue social, mais en fait, M. Tudrose le dira sûrement tout à l'heure, le dialogue social, c'est plutôt la négociation. La médiation est le titre ici, et je dirai quelques mots ensuite. Donc, pour rester en Guadeloupe plus précisément, on m'a demandé de faire un état des lieux. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est donner à voir, parce que nous n'avons pas des chiffres exhaustifs. À l'inspection du travail, nous nous occupons uniquement des salariés du privé. En conséquence, je n'ai pas les chiffres de la fonction publique. Alors, j'en ai quelques-uns sur les hôpitaux, puisqu'on s'occupe également de la 4e partie du Code du travail, qui est hygiène et sécurité dans les hôpitaux. Donc, il arrive que l'on nous appelle à intervenir dans ces établissements. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Je ne sais pas si vous pouvez passer ce document à la télé, mais en tout état de cause, il sera disponible et vous pourrez le récupérer sur le site de l'ARACT. Éventuellement, vous pouvez me le demander également, je pourrai aussi vous le fournir. Donc, qu'est-ce qu'on en a fait? On avait des chiffres de 2004 à 2007, puisque c'était issu d'un rapport sur la conflictualité dans les DOM. Et
pour essayer de voir la situation actuelle. On a repris de 2017 à 2021. 2021 qui n'est pas une année terminée, hein, ça je vous apprends rien. Donc, qu'est-ce que l'on peut remarquer? On remarque une baisse tendancielle. Voilà, voyez, ça passe à l'écran. Donc, vous avez les premiers chiffres à gauche, ça commence en 2004. Ce que vous avez tout à fait en bas, en foncé, c'est le nombre total de conflits connus par l'inspection du travail. Encore une fois, hein, c'est pas exhaustif. Et vous avez ensuite le nombre de jours de conflits et vous avez ensuite la durée moyenne des conflits. La durée moyenne des conflits, ça ne bouge pas trop. Ça reste à peu près des mêmes valeurs. Le nombre de conflits, mathématiquement, on peut regarder qu'il y a une baisse tendancielle. Et sur le nombre de jours de conflits, forcément, c'est lié à la baisse tendancielle du nombre de conflits. Je vais passer à la diapo suivante. Donc celle-ci, c'est plutôt la participation des syndicats au cours des jours de grève. Alors, la valeur, c'est le nombre de jours par syndicat. Et vous pouvez remarquer que certains interviennent, même si le râteau, la barrette reste à une même hauteur. Vous voyez que, en réalité, il faut regarder le nombre de segments que vous avez. Et donc, vous avez à gauche la CGTG qui, manifestement, dans mon tableau, a le plus nombre de jours de grève avec l'UGTG. Donc, ils interviennent le plus souvent dans le plus de conflits. Vous avez tout à fait à droite, c'est ce qu'on appelle les autres. C'est souvent des conflits avec une coordination, sans de syndicats particuliers qui ont développé je ne sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, le document par lequel ils demandent ils font savoir quelles sont leurs revendications. Protocole de revendication, voilà. Donc à gauche, vous avez les syndicats les plus présents. Donc vous avez la CGTG, l'UGTG. Vous avez ensuite FO. Et après, bon, ça reste une intersyndicale dans peu de cas quand même, hein. Vous voyez, c'est le 1, 2, 3, c'est le quatrième barreau. Ça arrive quelquefois, mais c'est plus clivant. Allez, ici, on va dire qu'en général, il y a un syndicat majoritaire qui déclenche la grève. Comme je ne veux pas monopoliser la parole trop longtemps, je vous propose de passer à la diapo suivante. Alors celle-là, elle est un peu difficile à lire, hein. C'est un peu touffu, un peu serré, mais en gros, c'est les principaux secteurs concernés par les conflits. Bon, ça ne change pas. Là, je vous le fais simple, je vais vous faire une lecture rapide. C'est à peu près toujours pareil. Et de toute façon, ça correspond au tissu économique de la région. Donc, on a essentiellement l'hôtellerie-restauration. Et on a aussi tout ce qui concerne l'agriculture et les commerces. Et également ce qui n'était moins bien repris dans la première partie, on a dans la deuxième partie, c'est-à-dire 2017-2021, on a beaucoup de conflits dans les établissements de santé. Des établissements de santé privés et publics. Bon, il y a un peu tous les secteurs, mais c'est principalement ceci. Et on a aussi beaucoup en agriculture. Ça, vous savez mieux que moi, hein, c'est après Maria, les bananeraies décimées, et du coup, les salariés qui se sont retrouvés sans travail. Donc, et puis en agriculture, c'est quand même c'est un secteur paradoxal, mais c'est assez difficile de fédérer tout le monde, hein, parce que ce sont des petites entités très parcellaires. Je vous propose ensuite de passer à la dernière diapo. Quelles sont les principales revendications? Parce que dans un conflit, il y a toujours des revendications. Vous trouverez toujours. J'ai jamais vu un conflit où il n'y ait pas une notion de salaire. C'est rarement, enfin les syndicats le savent mieux que moi, mais c'est rarement la source principale, hein. C'est souvent, quand on en arrive là, avec les NAO, etc., c'est qu'il y a autre chose sous-jacent. Ça, c'est mon expérience qui le dit. Elle sera peut-être contredite par les organisations syndicales par la suite, mais moi, j'ai toujours remarqué ça. Le deuxième volet, c'est celui des conditions de travail. Alors, conditions de travail, ça regroupe à peu près tout ce qui est organisation, tout ce qui est hygiène et sécurité, tout ce que vous pouvez trouver dedans. Donc, on trouve principalement ces deux notions-là. Et on en a une troisième, ça, c'est dans les entreprises, lorsqu'il y a un PSE où il y a des licenciements, forcément, les salariés se battent, soit pour maintenir leur emploi,
c'est tout à fait légitime et normal, soit pour obtenir de plus en plus maintenant, et surtout en métropole, un peu plus d'indemnité. Je voudrais pas. C'est parfait. Voilà. Je voudrais pas m'arrêter là parce que j'ai quand même une petite chose à préciser. Vous permettez ? Bien sûr. Ouais. Alors, le titre, c'est la conflit et médiation. Alors, je voudrais quand même éclairer le débat parce que je me suis aperçu souvent qu'il y avait une méconnaissance des principes de gestion des conflits dans le Code du travail. Alors, la première des interventions, celle que l'on nomme de manière générale médiation, voire quelquefois conciliation, c'est simplement l'intervention d'un tiers pour aider à libérer la parole des deux parties qui n'ont pas réussi à s'entendre, les deux parties étant la partie patronale et la partie salariale. Ce médiateur est, dans 95% des cas, pour ce qui m'intéresse, le privé, et l'inspecteur du travail. Il intervient soit de lui-même, la plupart du temps, soit à la demande d'une des parties, il prend la tâche de l'autre partie, soit à la demande, et pourquoi pas, du préfet, parce que le Code du travail dit que le préfet est responsable du dialogue social dans le département. Alain Félix, on va revenir sur la médiation dans les autres tables rondes. Est-ce que vous aviez autre chose que vous souhaitiez souligner ? Alors, 2 secondes. Je vous ai dit comment ça, l'intervention de l'inspection du travail. Et dans le Code du travail, vous avez normé, c'est normé avec des procédures particulières. Vous avez ce qu'on appelle la conciliation, la médiation et l'arbitrage. Ce sont 3 procédures de résolution des conflits qui sont absolument normées, qui n'ont rien à voir avec l'action de l'inspection du travail. D'accord. On y reviendra tout à l'heure. Merci beaucoup. Alain Félix Mathieu, de la direction du travail. Jean-Pierre Badin, vous êtes... Baden, pardon. Vous êtes de la commission exécutive de la CGTG. Lorsque vous entendez monsieur Mathieu qui nous indique donc que le nombre de conflits est en diminution, on l'a vu, les sources de conflits, les motifs de conflits restent par contre assez constants. Sur le volume tout d'abord, d'un point de vue quantitatif, vous vous réjouissez de cette baisse du nombre de conflits ? Alors, bonjour à tous. Merci à l'ARAC de pouvoir effectivement nous faire participer à ce webinaire sur les conflits et la médiation. Donc avant tout, j'aimerais simplement préciser, au-delà effectivement de faire partie de la commission exécutive, mais il est important pour moi de signaler que je suis également défenseur syndical et surtout conseiller du salarié. Donc pourquoi je précise cela? Parce que tous les jours, je suis au contact de salariés, donc en tant que conseiller pour les entreprises de moins de 11 salariés, en tant que défenseur, quand effectivement les 3 principes qu'ont énuméré M. Mathieu, donc on se retrouve devant les tribunaux, ou là encore, devant ces tribunaux, on a encore un dispositif de conciliation, le BCO. Donc, je le dis parce que quand nous avons un tiers de la population qui vit avec moins de 1000 euros par mois, on peut comprendre tous ces éléments, malgré le fait que, comme l'a précisé M. Mathieu, on a une baisse au niveau des conflits. Mais ça s'explique, parce qu'aujourd'hui, on a une population qui est en très très grande difficulté, où là, je suis obligé de reprendre les constats qu'aujourd'hui que tout le monde connaît et qui va alimenter effectivement cette difficulté au sein des entreprises, c'est que tout augmente autour de nous, singulièrement en Guadeloupe, et bien entendu, les salaires, M. Mathieu en a fait référence dans ses statistiques, les salaires ne bougent pas. Même dans la fonction publique, ça fait plus une bonne dizaine d'années que certains salaires sont gelés. Et donc, tout cela, c'est le terreau qui crée dans nos entreprises, que ce soit privé et au niveau public, ces différents conflits. Donc, c'est vrai, il y a pas mal de choses. Nous-mêmes, la CGTG, nous avons été signataires
de la charte de dialogue social qu'avait proposé l'ARACT en 2016, force est de constater que signer un document et après véritablement mettre les choses en place et que ce dialogue social puisse se faire en amont, bien entendu, des conflits. C'est là que ça devient compliqué. C'est là que ça devient compliqué. On va voir également dans les autres tables rondes ce qu'on peut faire pour faciliter justement la mise en œuvre de ce dialogue social. Avant d'aller faire un petit tour du côté du Québec et retrouver Dominique Lemieux dans un instant, Liliane Gachette, je voudrais vous poser un peu la même question que celle posée à Jean-Pierre Badin sur l'évolution, le constat qu'on faisait, l'état des lieux, sur l'évolution. Comment vous lisez ça? Je remercie au nom de l'UNSA de nous avoir invités. S'il est vrai que nous avons régulièrement des conflits auxquels nous devons faire face, la problématique de base se situe toujours au niveau de la communication. Parce que, de toute évidence, on ne peut pas considérer que des salariés puissent partir travailler et dire « aujourd'hui, je vais faire grève ». Souvent, ils émettent des alertes, des remarques, et ils ne sont pas entendus par leur direction. Et cette situation silencieuse génère des incompréhensions qui finissent par arriver au conflit. C'est ce qui, souvent, est à l'origine des conflits. Et sur le fait qu'ils augmentent ou qu'ils baissent, sincèrement, je suis persuadé que les conflits restent dans un état constant, sauf qu'ils sont des fois plus rapidement résolus, donc on n'en entend pas parler. Et puis, il y en a d'autres qui, finalement, ne sont pas convenablement discutés et on arrive à savoir par voie de presse qu'il y a un conflit. Mais je n'ai pas l'impression, en tout cas, que les conflits ont baissé par rapport à la situation globale des salariés en Guadeloupe. Est-ce qu'on a la liaison avec Dominique Lemieux, qui doit se trouver en principe au Québec? Dominique Lemieux, vice-président de la Fédération des syndicats, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, syndicat des métallos. Est-ce que Dominique est avec nous? Vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Très bien, merci d'être avec nous. Dominique, vous représentez une grosse organisation syndicale. Sur ce qui a été dit depuis le début de cette table ronde, sur l'état des lieux, quel est, vous, votre regard sur l'évolution, j'ai envie de dire, quantitative et également qualitative des conflits au travail? Peut-être juste préciser que la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec représente environ 600 000 membres au Québec. La population au Québec est syndiquée à la hauteur d'environ 40 %, c'est-à-dire qu'il y a 40 % de la main-d'œuvre qui est syndiquée au Québec, majoritairement dans le secteur public, mais dans le privé, c'est quand même environ 22-23 % des travailleurs et travailleuses qui sont syndiqués. Ce qu'on remarque, la tendance dans les conflits de travail, on voit une baisse du nombre de conflits de travail ici au Québec. Par contre, ce qu'on est capable d'observer, malheureusement, c'est la longueur des conflits de travail. On voit de plus en plus de très longs conflits de travail au Québec. On voit de plus en plus aussi de lock-out. Nous, on a la distinction entre faire la grève, c'est-à-dire quand les salariés décident de sortir en grève, mais au Québec aussi, les employeurs peuvent mettre leurs travailleurs à la rue. On appelle ça un lock-out quand les négociations achoppent, quand les négociations vont pas au goût des employeurs. Les employeurs peuvent prendre eux aussi cette décision-là. Donc, on voit de plus en plus de lock-out qui sont là majoritairement pour des questions idéologiques d'employeurs. Mais ce qu'on voit dans les deux cas, soit les grèves ou les conflits, dans la majorité des cas, c'est les employeurs qui sont en demande de concession. Il y était un temps, quand je commençais à négocier, quand j'étais un peu plus jeune, on voyait que les employeurs arrivaient avec des offres à la table de négociation,
Mais maintenant, on voit de plus en plus dans nos conventions qui sont les plus matures, on voit des employeurs qui arrivent avec des demandes de concession. Donc, pour nous, c'est vraiment un choc. Puis, nos membres, les travailleurs syndiqués, sont très réfractaires, avec raison, à ces demandes de concession-là. Surtout récemment, dans le contexte de la pandémie, tout le monde a fait des efforts, les salariés ont travaillé fort pour être sûr que leur entreprise est bien. Puis ce que nos salariés sont capables de remarquer, c'est que les entreprises, finalement, ont très, très bien traversé la crise sanitaire. Hein? On le voit un peu partout. Les plus riches s'enrichissent de plus en plus, les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Donc, nos travailleurs, présentement, sont beaucoup plus à l'état de combattre ces demandes de concessions-là, qui, pour la plupart du temps aussi, sont dans le but de précariser les emplois. Donc, c'est pas juste une question de salaire, c'est aussi, exemple, de combattre la venue, exemple, de la sous-traitance, c'est-à-dire de prendre des travailleurs qui travaillent pour un tiers qui viennent en entreprise, ou des travailleurs d'agence qui n'ont pas les mêmes conditions de travail. Donc, pour nos salariés, pour les gens qu'on représente, c'est grande cause de conflit. Puis peut-être aussi souligner, dans tous les cas de conflit qu'on voit ici au Québec, que ce soit des grèves ou des lockouts, tout découle de très mauvaises relations de travail. On entendait parler tantôt de communication. Dans l'ensemble des conflits de travail au Québec, tout commence par de très mauvaises relations de travail. Ce qu'on observe dans des entreprises où il y a un dialogue social entre les travailleurs, entre leurs syndicats puis l'employeur, rarement il va y avoir des conflits de travail dans ce contexte-là parce que les gens vont beaucoup plus être en mode solution, d'essayer de trouver des solutions. Tandis que quand il n'y a pas de communication, quand les relations de travail sont moins bonnes, je vous dirais que c'est un terreau très fertile pour en arriver à un conflit de travail au Québec. La venue aussi, on le voit avec la mondialisation de multinationales, hein, il y a 10-20 ans, on négociait beaucoup plus avec des entreprises québécoises, des entreprises canadiennes qui, eux, ont été rachetées par des multinationales. On le voit dans le secteur des mines, dans le secteur de la sidérurgie, des choses comme ça. Il n'y a plus d'entreprises locales. Ces entreprises-là sont délocalisées. Les sièges sociaux sont rendus un peu partout sur la planète, que ce soit au Luxembourg, que ce soit au Brésil, que ce soit à Londres, un peu partout. C'est maintenant beaucoup plus difficile de négocier avec nos vis-à-vis ici au Québec parce que, comme on dit ici au Québec, nous, souvent, on est pris à négocier avec des fax. C'est-à-dire les gens qui sont en avant de nous, les porte-paroles d'employeurs, ne sont pas décisionnels, doivent toujours aller valider leurs décisions avant de dire oui à un article de convention collective, avant de dire oui à une demande du syndicat, doivent toujours se référer à la maison mère qui est située ailleurs sur la planète. Puis souvent, dans ces dirigeants-là n'ont pas les mêmes mentalités, les mêmes mœurs, les mêmes coutumes. Donc, pour nous, c'est un peu l'état de la situation au Québec. Puis je tiens à rappeler qu'il y a environ 2% des renouvellements de conventions collectives qui se retrouvent en conflit de travail. Donc, il y a quand même 98% des renouvellements de conventions collectives où on est capable d'en venir à une entente sans conflit de travail. Merci Dominique pour toutes ces précisions et toutes ces informations fort intéressantes. Jocelyn Zou, secrétaire adjoint du SDIS Force ouvrière, ce que disait à l'instant Dominique Lemieux est intéressant, y compris sur ce qu'il évoquait concernant les interlocuteurs dans ces moments de conflit. Mais vous, votre regard sur l'évolution, donc à la fois quantitative et qualitative, sur les conflits sociaux en Guadeloupe, conflits sociaux au travail, comment est-ce que vous analysez ces évolutions? Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, Jocelyn Zou, effectivement, syndicat du SDIS, c'est vos pompiers, Force ouvrière, affilié à Force ouvrière. Je rappelle que nous sommes un syndicat affilié à, d'accord, donc nous sommes libres et indépendants. Ce que je veux dire aussi,
c'est que à travers la réalité du terrain, après avoir dressé un bilan quand même systémique de la Guadeloupe, hein, donc la RACT a décidé de mettre en place une formation de médiateurs dont nous faisons partie, et ça a donné lieu à la PMG, l'association paritaire des médiateurs de la Guadeloupe dont nous faisons partie. Alors, il est important de signaler que aujourd'hui, malgré ce qui se dit, effectivement, on aurait pu comprendre qu'il y a moins de conflits, mais les conflits durent plus longtemps, et je rejoins parfaitement mon interlocuteur québécois. Il est comme à dénoter que dans cette durée, il y a ce qu'on appelle la patience, l'attente, la résistance. Et beaucoup de Guadeloupéens aujourd'hui ne se retrouvent pas forcément à travers les syndicats parce que depuis quand même près de 5 ans, hein, on a constaté qu'il y a une politique qui a été mise en place pour faire taire les syndicats, faire taire les partis politiques. Donc aujourd'hui, la souffrance est plus grande et on n'exprime pas. Et c'est triste parce qu'on ne parle plus, on ne discute plus. Avant, on se mettait autour d'une table, on pouvait ne pas être d'accord, mais tenter au moins de négocier. Et culturellement, ça nous cause un problème. Et malheureusement, c'est le fait qui fait toujours le droit. Et c'est compliqué, même si on aurait pu avoir l'impression qu'il y a moins de conflits, mais comme ça s'inscrit dans la durée et dans la résistance, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a beaucoup de personnes qui sont complètement à côté, qui décrochent psychologiquement et qui sont mal. Donc, à travers tous ces progrès, entre guillemets, on est sur ce qu'on appelle aujourd'hui plus de risques psychosociaux, plus de personnes en détresse. Et là, on ne sait pas faire. On ne sait pas parce que ça touche la tête, ça touche le mental, ça touche l'humain. Il suffisait peut-être avant qu'on trouve une porte de sortie. Mais malheureusement, ça fait partie de notre ADN certainement, culturellement je dirais. Mais le dialogue social, c'est quelque chose qui n'est pas vulgarisé. C'est toujours un rapport de force. Et quand on parle de conciliation, d'arbitrage, de médiation, c'est une nouvelle conception qu'on doit inscrire dans une nouvelle façon de faire. Mais malheureusement, il faut que ce soit un échange donnant-donnant. Si nous sommes sur... je peux vouloir discuter, mais en face de moi, il faut que le patron, le directeur soit dans la même démarche. Malheureusement, d'accord, on se heurte à ça parce qu'on n'a pas des fois les mêmes formations, ni aussi la même vision sur les intérêts respectifs et individuels. Alors, et c'est ajouté à cela des interlocuteurs qui sont très éloignés, qui sont très très loin de la base, que ce soit dans la téléphonie. Un peu comme ce que disait tout à l'heure Dominique, oui. Pour le Québec, on connaît ça ici aussi. Si, tout à fait. On a des conflits où on n'a pas d'interlocuteur direct. On règle ça en visio, il n'y a plus le contact. On peut des raisons mercantiles, en fait, on va dire ça comme ça, l'aspect financier sur les entreprises économiquement, pour être simple. On se rend compte que nous sommes à des distances, en fait. Et dès lors que ça ne va pas, on se trouve confronté à un licenciement sec, mais sans pouvoir des fois avoir discuté, avoir son mot à dire. Et face à ça, les syndicats ne sont pas armés sur ça, et les salariés sont complètement désarmés. Voilà. Merci, Jocelyn Zou. On va refermer cette première table ronde avec vous, Henri Berthelot. Je voudrais rebondir sur ce que disait tout à l'heure Dominique Lemieux concernant ce qui se passe aujourd'hui lors d'une négociation. Il disait, là, une des difficultés, auparavant, on arrivait pour une négociation, les patrons arrivaient avec une proposition, on arrivait avec des demandes. Aujourd'hui, la proposition des patrons, c'est des concessions. Ils demandent finalement à rogner en quelque sorte sur ce que les salariés ont déjà, que ce soit en termes de volume d'heures de travail ou de salaire. C'est une tendance à laquelle on assiste également en Guadeloupe. C'est une tendance qui vous préoccupe? Bonjour à tous et à toutes. Il faut quand même regarder que le syndicalisme canadien n'est pas le syndicalisme français, puisqu'il a bien dit que dans sa région, il y a 40% de personnes, de salariés qui sont syndiqués. Et quand on regarde le taux de syndicalisation en France, ça tourne autour de 9%. Ça prouve que ce n'est pas la même culture. Donc ils ont organisé leur syndicalisme de leur manière, de manière à ce que l'ensemble des salariés soient représentés. Et des fois, vous n'avez même pas le choix parce que c'est toute une organisation syndicale qui est différente de ce qui se passe en France. Alors, par rapport à tout ce qui a été dit, on remarque c'est la durée de
des conflits qui marquent le plus. En Guadeloupe, c'est rare que nous ayons un conflit qui se règle dans une semaine. Alors il y a plusieurs raisons qui pourraient amener à ça. C'est premièrement la méconnaissance également des mécanismes de négociation, des fois des deux parties, puisque il faut une médiation, ça veut dire que moi je connais comment une négociation, ça veut dire que je connais au moins comment négocier. Et assez souvent, on constate qu'il y a un rapport de force très important où on a l'impression que c'est plus une négociation, mais c'est une guerre entre les parties, alors qu'on normalement on devrait être dans une négociation. Mais tout ça, il y a une cause. La cause, c'est qu'il n'y a rien de préparé en amont. Ce qui est préparé en amont, c'est avant des accords. Je crois que, et c'est ça le plus important dans l'activité syndicale, c'est qu'il y ait des accords en amont. Et quand il y a des accords en amont, ça facilite le dialogue social. Mais nous avons constaté, alors contrairement à ce que proposaient les ordonnances Macron, ils ont complètement enlevé les moyens de la négociation. Qu'est-ce qui s'est passé? On a fusionné les délégués du personnel, le comité d'entreprise, dans une seule structure qui s'appelle le CSE. Et le CSE, vous avez moins de personnes qui interviennent. On vous a diminué les moyens en temps de négociation. On vous a diminué les moyens en tant que personne même, puisqu'aujourd'hui, comme les DP les délégués du personnel ont disparu, donc on ne retrouve plus ces personnes. Donc, pour la négociation aujourd'hui, on a beaucoup moins de gens qui participent. Et deuxième chose, la loi a priorisé la négociation. Ça veut dire que quand vous allez signer un protocole, d'accord, même avant, vous avez un accord qui doit être signé avec les employeurs de manière à savoir, quels sont les moyens de la négociation. Eh bien, je peux vous le dire, parmi, je ne sais pas si j'ai signé une cinquantaine d'accords pour les élections, eh bien, il n'y a aucun employeur qui est d'accord à mettre en place aujourd'hui les représentants de proximité. Parce que c'est une négociation aujourd'hui, c'est plus dans la loi. Enfin, c'est dans la loi, mais ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que l'employeur n'est pas obligé de mettre en place des représentants de proximité. En Guadeloupe, ça n'existe pas. C'est très très peu. On peut le compter sur le doigt de la main. Les représentants de proximité, ça veut dire que tout simplement, on ne donne pas à la négociation les moyens nécessaires. Et si la négociation n'a pas les moyens nécessaires, on ne peut pas arriver effectivement à des conclusions. Liliane Gachette, à vos côtés, vous souhaitiez intervenir. Je voudrais faire observer que dans le dialogue social, il y a une appréciation de la part des employeurs qui est basée sur le fait que l'entreprise leur appartient. Et cette image que gardent les employeurs face à leur entreprise, que ce soit dans les petites ou dans les moyennes entreprises, puisqu'elle est très forte dans les très petites entreprises, c'est qu'ils oublient qu'à partir du moment où on doit engager un certain nombre de personnes pour réaliser des tâches au sein d'une entreprise, il faut nécessairement un dialogue. On n'est plus dans une relation individuelle ou une relation de couple, le travail et une autre personne ou un éventuel associé. On a dû faire appel à d'autres personnes qui vont contribuer à l'évolution de cette entreprise. Et si, pour faire évoluer cette entreprise, on ne fait pas participer tous les acteurs qui rentrent en compte, eh bien, ça va générer des conflits. Et les conflits sont souvent durs, souvent parce que les employeurs oublient que les salariés représentent des personnes à part entière au sein de l'entreprise, qu'ils engagent leur âme et leur confiance au sein de cette entreprise et qu'ils aimeraient absolument pouvoir, au même titre que l'employeur, avoir des retombées sur les investissements. Et je peux même me porter garant pour dire que les salariés ne demandent pas à avoir autant de retours sur un investissement, mais au moins la reconnaissance qui aurait réduit le nombre de souffrances qu'il y a au travail, faute de reconnaissance actuellement dans le monde du travail, notamment en Guadeloupe. Merci Liliane. Et c'est Jean-Pierre Badin de la CGTG qui souhaitait également conclure sur cette thématique. Juste pour compléter un peu ce que mes camarades viennent de dire, alors déjà insister sur les moyens qui sont aujourd'hui attribués pour
de vraies négociations, pour de vraies médiations. Je ne reprendrai pas ce que vient de dire le camarade Berthelot, mais effectivement, avec les nouveaux textes réglementaires, ça affaiblit singulièrement cette facilité pour pouvoir échanger au sein des entreprises. Je vais rebondir également sur ce qu'a dit la camarade de l'UNSA, au travers des différentes approches. Nous avons plusieurs approches aujourd'hui, les approches des petites et moyennes entreprises, et un peu comme ce qu'a décrit Dominique, c'est les multinationales qui sont installées ici. Et donc, effectivement, on se retrouve souvent dans cette catégorie, en face avec des directeurs qui n'ont pas les mandats qu'il faut, et nous rentrons dans un jeu, je dirais, malsain, qui est effectivement, premièrement, de ne pas répondre aux premières règles de la négociation. Souvent, dans mon organisation, même si nous ne sommes pas publics, nous envoyons ce qu'on appelle un préavis de grève. Dans les textes réglementaires, en tout cas pour le public, dans ces 5 jours, il devrait effectivement s'ouvrir des négociations, parce que c'est un préavis. Mais dans le jeu malsain, c'est que ces employeurs ne répondent quasiment jamais à ce préavis de grève. Et après, effectivement. Et après, s'ils répondent, il y a la question de « ah oui, c'est pas moi, c'est à Paris ». Voilà. Donc c'était simplement pour souligner que même quand il y a une volonté des partenaires pour pouvoir le faire, il y a, et ça je dis ça, je le décris comme tel, hein, un jeu complètement malsain. Il n'y a aucune volonté, en tout cas aujourd'hui, et je parle plus singulièrement des multinationales qui sont implantées ici, et qu'en face, on ne voit jamais les vraies personnes qui décident, parce que souvent, ce sont des actionnaires et qui ne nous font pas face. Voilà. Merci Jocelyn. Le dernier mot pour vous. Jocelyn, pardon. Merci à Jean-Pierre. Jocelyn, un dernier mot, rapidement. Il y a aussi, pour un complément d'information, complément d'analyse pour pas d'information, il y a aussi une réelle méconnaissance du cadre juridique législatif de part et d'autre. D'accord ? Alors bien souvent, même trop souvent, ce sont les syndicalistes, hein, les syndicats qui portent la parole, en fait, qui maîtrisent les contours et les Généralement, ce sont les syndicalistes qui maîtrisent mieux cet aspect juridique. Cet aspect juridique. Et là, on se rend compte que, comment dire, que les directeurs, les patrons, entre guillemets, devraient aussi s'encadrer de personnes, d'experts, pour pouvoir aller plus loin dans leurs décisions. Et malheureusement, il y a ce manque d'expertise qui, dès le départ, force les réalités. Et j'en veux pour preuve le nombre de conflits qui arrivent au prud'homme. D'accord ? Et lorsqu'on arrive au prud'homme, moi qui suis aussi conseiller prud'homal, on se rend compte que réellement, il y a vraiment une méconnaissance des textes. Et généralement, c'est lorsqu'on arrive au prud'homme qu'on se rend compte réellement qu'il n'y a pas eu un respect de l'une des parties, ce qui fait qu'on arrive à l'extrême. Voilà. Merci Jocelyn. Je voyais Alain Félix Mathieu de la direction du travail qui hochait de la tête, qui opinait lorsque vous faisiez ce constat. Merci beaucoup à vous tous, Alain Félix Mathieu, Henri Berthelot, Liliane Gachet, Jean-Pierre Banin, Jocelyn Zou et Dominique Lemieux depuis le Québec. Merci d'avoir ouvert en quelque sorte les échanges et de nous avoir aidé à dresser ce premier état des lieux des conflits collectifs au travail. On va enchaîner avec une deuxième table ronde dont le titre est un petit peu provocateur, mais ça va vous intéresser également. Le conflit, quelle vertu, quelle limite ? On va voir ça dans un instant. À tout de suite.